Bonjour, bienvenue à l'Instant Cœliaque. Aujourd'hui, on reçoit Edith Lalande, qui est directrice générale de Cœliaque Québec. On a parlé dans l'épisode d'aujourd'hui de Cœliaque Québec de fond en comble, en commençant par la fondation de Cœliaque Québec jusqu'à leurs projets futurs. Bon épisode! On est des professionnels de la santé, mais on n'a pas nous-mêmes une expertise sur la maladie cœliaque outre que notre expérience personnelle. On va par contre recevoir des professionnels qui, eux, ont une plus grande expertise sur la maladie. Aussi, toute information qui est dite dans ce podcast est à risque de changement au travers du temps et chacun est responsable de prendre ses propres décisions et tout le monde vit sa maladie de manière unique. Cet épisode est fièrement commandité par le Steakhouse Saint-Charles. C'est un restaurant de type steakhouse qui est super bien situé à Sainte-Thérèse. Ils ont un menu vraiment plein de saveurs. Ils ont des tartares, fruits de mer excellents. Ils ont des grillades aussi, filet mignon, bœuf. C'est vraiment un plaisir en bouche. Aussi, l'ambiance là-bas, elle est très chaleureuse et chic. Donc, on peut y aller pour n'importe quelle occasion, que ce soit pour un souper de travail, en famille, entre amis. Puis, n'importe qui que vous invitez va être tout autant satisfait par la nourriture qui est servie que la personne, elle mange avec gluten ou sans gluten. Puis, pour les cœliaques, aller là-bas, c'est vraiment une paix d'esprit. C'est sécuritaire, ils font vraiment attention à la contamination croisée. Puis avec le temps, ils ont développé une expertise pour que justement on puisse manger un menu sans gluten, sécuritaire, puis être vraiment tranquille et profiter de la belle ambiance quand on va manger au restaurant. On vous les recommande fortement. Cet épisode est fièrement commandité par Oggi Foods. Oggi, ce sont les maîtres de la pizza sans gluten. Ils sont originaires de Naples, la ville qui a établi les normes en matière de pizza. Ils sont donc capables d'apporter les saveurs traditionnelles de la pizza dans ces pizzas sans gluten. Ils sont les premiers dans l'industrie à avoir utilisé la technologie des poches d'air pour la croûte de pizza, qui est étirée à la main et cuite sur pierre. Fait que vraiment, la pizza, là, elle a une croûte moelleuse qui goûte la vraie croûte de pizza. Ouais, puis je peux confirmer, je suis cœliaque depuis 2017 et c'est cette pizza-là qu'on prend chez nous quand on fait des soirées pizza. Elle est tellement bonne, c'est la seule qui me rappelle le vrai goût d'une bonne pizza, là. Puis, on a plusieurs sortes de cette pizza-là. Il y a les classiques, la 4 fromages, la margarita, puis il y a une option vraiment le fun aussi qui est la croûte napolitaine. C'est une croûte vraiment versatile. On peut faire plein de choses avec, des pizzas de dessert. Essayez ça, c'est vraiment bon. On peut faire des petites entrées. Si vous recevez, là, ça paraît même pas que c'est sans gluten. Personne ne va s'en rendre compte. Puis, on peut faire le classique soirée pizza avec notre propre croûte parce que vraiment, le secret, il est dans la croûte, là. On va pas se le cacher, c'est ça qui fait toute la différence. Donc, allez vous les acheter. Si vous voulez vous en procurer, vous pouvez aller au IGA, Métro, Provigo, Walmart. Vraiment, là, on vous les recommande. Certainement. Pour vous prouver que c'est une excellente pizza, on va vous faire une dégustation en direct. Vous pouvez pas la sentir, là, mais elle sent délicieuse. Ça sent vraiment bon en studio. Et regardez-moi ça. La belle croûte épaisse. Chin, santé! Bonjour et bienvenue à l'Instant Cœliaque. Donc aujourd'hui, on reçoit Edith Lalande. Merci beaucoup de venir avec nous aujourd'hui. Bien, ça fait un très grand plaisir. Est-ce que tu pourrais un peu te présenter pour commencer, savoir un peu c'est quoi ton lien avec la maladie cœliaque, avec Cœliaque Québec? Bien sûr. Alors, en fait, ça a commencé mon début avec la maladie cœliaque en 2013. Mon garçon a commencé à avoir des maux de ventre, des diarrhées. Ça allait vraiment pas du tout. Donc, on a bien entendu consulté. Et en juillet 2013, là, on a su qu'il avait la maladie cœliaque. Alors,
On a fait plein de petits ajustements à la maison et puis on est devenu membre de Celiac Québec et en 2015, j'ai vu qu'il y avait un affichage pour être administrateur sur le conseil d'administration. Donc, j'ai déposé ma candidature et j'ai fait 1 an sur le conseil d'administration et pendant mon mandat, la directrice générale nous a annoncé qu'elle désirait prendre sa retraite. Donc, moi, j'ai manifesté alors mon intérêt. Et puis, après le processus là, de recrutement, j'ai été embauchée comme directrice générale. Donc, là, ça fait 9 ans que j'œuvre comme directrice générale chez Celiac Québec. Super intéressant. Peut-être on pourrait commencer par la base. Ouais. C'est quoi Celiac Québec? C'est quoi son rôle? En fait, Celiac Québec, moi, je le présente souvent comme une association de patients. Ça a débuté en 1983. Alors, à l'époque, c'était Michel Laflamme qui était nutritionniste et Claude Godet qui ont fondé, dans le fond, l'organisme. Et puis, à la base, c'était vraiment comme un groupe d'entraide. Donc, il y avait tellement peu de ressources, il y avait tellement peu d'aliments sans gluten qui étaient disponibles à l'époque que c'était vraiment un besoin de s'entraider, de se réunir pour trouver des aliments parce qu'il y en avait vraiment très peu. Alors, c'est un peu comme ça que l'association a débuté. Et puis, de fil en aiguille, je dirais, la mission est toujours restée la même. C'est de venir en aide aux gens qui reçoivent un diagnostic de maladie cœliaque. Mais au fil du temps, il y a des ajouts qui se sont greffés à la mission. Pour donner un exemple, en 2017, on s'est dit, il y a beaucoup de méconnaissances sur cette maladie-là encore, puis c'est une réalité au Québec, mais c'est une réalité aussi partout dans le monde. Donc, on s'est dit, il faudrait former les professionnels de la santé. Donc, on a débuté avec les nutritionnistes parce que les nutritionnistes sont un peu les spécialistes du traitement, étant donné que le traitement consiste à retirer le gluten de l'alimentation. Donc, le traitement est un traitement qui touche l'alimentation. Donc, on a commencé avec les nutritionnistes et puis après ça, on a ajouté les pharmaciens, les médecins de famille, les infirmières et puis on a aussi ajouté un volet pour les services alimentaires. Donc, tout le volet là de gens qui travaillent à la préparation de mets dans différentes institutions ou écoles ou partout où il peut y avoir une cafétéria ou une production d'aliments en volume. Donc, il y a beaucoup de choses que Celiac Québec fait. C'est un des exemples, mais on est aussi un organisme qui vise à éduquer ou sensibiliser la population générale, je dirais, sur cette maladie-là, la faire connaître, être certain que les gens comprennent bien. Moi, je dis souvent, c'est pas une intolérance alimentaire, ce n'est pas non plus une allergie alimentaire. On parle vraiment d'une maladie auto-immune, chronique. Donc, on travaille très, très fort à démystifier et à redonner, je dirais, ces lettres de noblesse à cette maladie-là qui souvent est pas toujours pris très au sérieux. Donc, et on sait que quand elle n'est pas traitée adéquatement, il peut y avoir toutes sortes de complications qui vont survenir. Fait qu'on travaille vraiment très, très, très fort aussi à réduire le délai du diagnostic parce qu'il y a des gens qui nous partagent parfois, avoir attendu très longtemps ou avoir été malade très longtemps avant qu'on trouve enfin c'était quoi la source de leurs maux. Donc, ça, c'est un autre exemple de ce qu'on peut faire. Mais comme on est là pour les gens qui reçoivent le diagnostic, on offre de la formation, on offre des outils, on offre la possibilité, comme la semaine dernière, on avait une gastro-entérologue chercheur qui donnait ce qu'on appelle, nous, les micro-ouverts avec nos experts. Donc, c'est pendant 1h15, les gens viennent poser leurs questions et puis, des fois, on n'est pas toujours conscient des questions qu'on pourrait avoir, mais d'entendre les questions des autres, ça nous fait apprendre sur notre maladie, ça nous fait aussi réaliser que il y a des choses que j'avais pas pensé mettre en place. Donc, c'est une façon aussi de partager puis de s'améliorer solidairement dans la gestion de cette maladie-là parce que
le fardeau repose beaucoup sur le patient. C'est lui qui doit gérer son alimentation, c'est lui qui doit gérer la contamination quand il sort à l'extérieur. Donc, c'est beaucoup dans la cour de la personne. Et puis, des fois, on n'a pas toujours les outils ou l'expérience ou pour gérer tout ça. Donc, nous, on est là pour aider les personnes, là, les accompagner dans ce parcours-là. OK, c'est super intéressant. Là. Je pense que ça vaut la peine. Le but, c'est de connaître un peu Celiac Québec. Avec l'épisode, on va peut-être plus aller en détail dans tous les différents outils de formation. Mais pour revenir comme à la base, est-ce que, moi, j'avais une question. Celiac Québec, c'est-tu avec le gouvernement? C'est-tu pas avec le gouvernement? C'est quoi le conseil? C'est la structure? C'est une très bonne question. Alors, dans le fond, on est dans un organisme à but non lucratif. Okay. Donc, on a le statut légal d'un OBNL, mais on est aussi un organisme de charité. Donc, quand les gens font des dons, nous, on émet des reçus de charité parce qu'on est enregistré à l'Agence de revenus du Canada. Donc, ça, c'est au niveau du statut. On a effectivement une subvention du gouvernement via le ministère de la Santé et des Services sociaux, un programme qui s'appelle le PSOC, comment nous on aime l'appeler, mais dans le fond, c'est le programme de soutien pour les organismes communautaires. Donc, ça, c'est une partie de nos revenus, mais ça ne couvre même pas, admettons, notre masse salariale chez Celiac Québec. Dans le fond, nos revenus, on essaie de les diversifier. Donc, oui, on a cette subvention-là, mais on fonctionne également avec des revenus de membership, des dons, des partenariats ou des commandites. On vend également toutes les formations que j'ai parlé tantôt au niveau des professionnels de la santé. C'est des formations que l'on vend. Donc, c'est une source de revenus pour nous. Donc, ça fait le tour un peu de notre modèle d'affaires, si je peux dire. Et au niveau de la structure, on est très indépendant dans le sens que on a notre propre conseil d'administration. Ces gens-là siègent. On a 9 personnes. Dans le fond, notre conseil d'administration peut contenir 9 personnes. Et puis, moi, je suis comme la directrice générale. Donc, je suis vraiment la personne qui va prendre tout ce qui est recommandé par le conseil d'administration et m'assurer de l'exécution de ce plan-là avec mon équipe. Et mon équipe, dans le fond, on est 5 personnes. On a 3 personnes à temps plein, dont moi, la personne aux communications et la personne au service à la clientèle qui sont à temps plein. Et on a 2 nutritionnistes qui toutes les 2 travaillent à temps partiel et font l'équivalent d'un temps plein. Donc, ça, c'est un petit peu au niveau de la structure. Donc, non, on peut pas faire tout ce qu'on voudrait faire parce que on n'est pas un organisme gouvernemental. On est vraiment, on entend souvent dans les médias, on parle de filet social qui est assuré par plusieurs organismes de bienfaisance, que ce soit au niveau de la pauvreté, au niveau des banques alimentaires. Alors, on est comme un soutien à ce que le gouvernement ou à ce que l'État n'est pas en mesure d'accomplir. OK, merci. Super intéressant. Ouais. Donc, c'est ça, c'est pas une très grosse équipe, là, Celiac Québec. Fait que, en quoi ça ressemble le rôle day-to-day quotidien de Celiac Québec? Qu'est-ce que vous faites concrètement, là? Je dirais qu'on a chacun vraiment bien nos rôles. Moi, mon rôle, c'est vraiment développer les relations, je dirais. On essaie d'inspirer des chercheurs, on essaie d'aller chercher la collaboration, soit des milieux universitaires, des milieux de recherche, des commandites. Donc, c'est extrêmement varié. Moi, de mon côté, je m'occupe aussi des démarches gouvernementales ou des relations gouvernementales, donc de sensibiliser nos élus à notre réalité, d'essayer de faire changer, moi je dis souvent, d'essayer de faire bouger l'aiguille du radar pour que, comme en ce moment, on travaille sur une mesure fiscale pour qu'elle soit améliorée, décomplexifiée, mais c'est beaucoup de travail. Souvent, il faut fournir des arguments. Les arguments, ça va souvent passer par une étude, une recherche qui va venir appuyer la demande qu'on fait. Donc, c'est pas juste de dire on aimerait telle chose, puis ça va arriver. Il faut vraiment beaucoup documenter nos demandes. Donc, c'est pour ça que c'est long, c'est pour ça que ça demande du temps. Mais au niveau de mon équipe, je veux dire, moi, j'ai encore cette fierté-là de dire que de 8h30
à 4h30 du lundi au vendredi, on a quelqu'un que si vous appelez, que vous avez une question, que vous avez besoin de parler, on a quelqu'un qui va répondre au téléphone. Donc, pour moi, la notion de service à la clientèle, elle est vraiment importante. On est là pour les gens, puis pour moi, c'est comme un peu non négociable. Puis je trouve que c'est rendu quasiment une façon de se distinguer en 2025 parce qu'on sait que quand on appelle souvent des endroits, on peut pas parler à personne, on nous réfère au site Internet, tu sais, on dirait qu'on veut pas parler aux gens, alors que c'est pas du tout le cas chez nous. Puis au niveau des communications avec aussi les nutritionnistes, ben je dirais qu'on crée beaucoup de contenu. Hein. Il y a une recherche qui sort, on essaye de la vulgariser, on participe à des recherches également. Fait que c'est vraiment dans le souci d'informer nos gens. Il y a beaucoup, hein, puis on n'est pas le seul organisme ou la seule industrie qui est touchée par la désinformation sur les réseaux sociaux. Donc, moi, j'ai toujours dit à mon équipe, on peut contrôler ce que nous, on dit. On peut ramener les pendules à l'heure via nos réseaux, mais on peut pas intervenir à tous les endroits où il se dit des fois des choses qui sont plus ou moins adéquates. Donc, on travaille très, très fort à avoir un contenu de qualité. On est chanceux, on a un comité scientifique qui valide généralement la plupart des contenus qui sont développés ou promus ou diffusés parce que pour nous, les valeurs de Celiac Québec, une des valeurs, c'est la crédibilité, la rigueur. Donc, on publiera pas quelque chose si on n'est pas certain qu'on est bien appuyé ou qu'on est bien soutenu par des données probantes et tout ça. Donc, ça fait vraiment partie de de la façon dont on pense, de la façon qu'on veut communiquer nos informations. OK, fait que si on va chercher sur le site, on sait que tout est à jour, c'est les recherches les plus récentes. On peut pas avoir mieux. Ben, c'est sûr qu'un site Internet, faire les mises à jour, c'est toujours un travail. Ça me prendrait une équipe surtout que ça change tout le temps, la maladie. Oui, exactement. Donc, là, comme là, on a réalisé dernièrement, pour donner un exemple, au niveau des épices, la position a beaucoup évolué avec le temps. Puis là, on a réalisé, qu'il restait des petites choses à corriger sur notre site Internet. Okay. L'information n'est pas fausse, c'est juste qu'elle n'est pas mise à jour. Okay. Mais elle va se faire d'ici peu. Donc, des fois, c'est juste un petit rattrapage qu'on doit faire par rapport à des positions qui changent. Mais on essaie vraiment là, de travailler très, très fort parce que notre objectif, c'est vraiment de pas restreindre les gens. Parce que déjà, à la base, quand on retire un aliment de son alimentation, on tombe en processus de restriction. Puis, des fois, ça peut avoir un effet psychologique sur les gens. Tu sais, juste de dire, j'ai pas le droit à ça, on dirait que là, tout d'un coup, on a plus envie de cette affaire-là. Hein? C'est c'est une psychologie inversée qui s'embarque. Alors, ce qu'on veut, c'est augmenter la variété, que les gens aient accès à une plus grande variété possible pour que ce soit un univers de découverte, un univers intéressant. Tu sais, dans le fond, on peut être cœliaque et épicurien en même temps. On veut pas de limitation. Donc, nous, on veut essayer de tout faire pour éviter les limitations. Rendre la vie avec la maladie cœliaque le plus normal possible. Exactement. Normaliser les choses, éviter les stigmas, parce qu'on peut faire une belle vie en ayant la maladie cœliaque. Mais tu sais, ça prend un petit peu plus de préparation. Des fois, il y a un petit peu moins de spontanéité, mais on essaie de briser ces barrières-là, que ce soit par la formation, l'éducation ou en mettant des outils en place là, pour aider quand il y a une petite barrière qui malheureusement a besoin d'un petit peu plus d'effort pour être surmontée. On parle d'une ampleur de combien de gens au Québec, au Canada sont atteints de la maladie cœliaque et combien de membres possède Celiac Québec? En fait, on fonctionne beaucoup avec une prévalence parce que malheureusement, au Québec, au Canada, on n'a pas accès à savoir vraiment combien de personnes ont été diagnostiquées avec la maladie cœliaque. Donc, on fonctionne avec la prévalence de
1 à 2%. Donc, quand on fait des calculs, on dit on est 9 millions de Québécois, donc on pense qu'il y aurait environ 90 000 personnes qui seraient touchées par la maladie. Cependant, on sait aussi que c'est une maladie qui est sous-diagnostiquée. Dépendamment des études auxquelles on réfère, on parle de 50 à 80% des gens qui ont la maladie, qui se manifeste par différents signes et symptômes. Donc, une personne, par exemple, qui souffre d'anémie depuis quelques années, puis on trouve pas la raison de pourquoi elle souffre d'anémie, ben ça peut être une maladie cœliaque non diagnostiquée. Donc, cette personne-là, on le sait pas encore qu'elle a la maladie cœliaque. Fait qu'on en a 50 à 80% des gens qui sont dans cette situation-là. Fait que je vous dirais que, pour répondre à la question, au niveau des membres, on tourne environ autour de 2000 à 2500 membres chez Cœliaque Québec, donc qui payent une cotisation annuelle. Cette cotisation-là, ben, nous permet, oui, de les aider dans un premier temps, mais c'est vraiment, moi, je dis tout le temps, faut voir ça au-delà d'eux parce que ça nous permet de faire des démarches auprès du gouvernement, ça nous permet de former les professionnels de la santé, ça nous permet d'inspirer des chercheurs. Je pense à une personne, entre autres, avec qui on collabore. Ça a pris comme 3 ans avant de démarche pour que finalement elle s'intéresse à notre maladie, puis que là finalement elle est embarquée à plein avec nous. Mais c'est beaucoup de, faut les intéresser, faut trouver l'angle parce que c'est pas tout le monde qui est touché par la maladie. On a beaucoup de gens qui s'intéressent à la maladie parce que souvent vont soit être atteints ou vont avoir quelqu'un dans l'entourage qui est atteint. Fait que ça, c'est bien, mais d'avoir quelqu'un qui est complètement neutre aussi, ça fait du bien parce que d'avoir ce regard neutre-là, ça permet de vraiment éliminer toutes les nuances ou, tu sais, on a tous un biais, hein. Dans la vie, là, peu importe qui on est, comment neutre on voudrait être, on a tous un biais. Donc, d'avoir des personnes neutres aussi dans notre entourage, ça fait juste qu'on peut avancer encore mieux et avec plus d'efficacité puis encore de rigueur. Parfait. Puis, mettons qu'on peut savoir c'est quoi la différence entre un membre puis un non-membre. C'est quoi les avantages à payer la cotisation? Oui, ben en fait, le membre souvent va, comme là dans la dernière année, on a fait une 40aine d'événements, tous les événements qui sont en ligne, donc un micro ouvert avec nos experts. On a aussi des groupes de soutien en ligne qui s'appellent les Jasettes sans gluten. Toutes les formations, donc on offre une formation sur la planification alimentaire, sur manger équilibré sans gluten, la formation de base qui est comment lire une étiquette, comment s'y retrouver dans toute cette réglementation-là qui entoure justement la déclaration du gluten sur les emballages, l'allégation sans gluten. Donc, toutes ces formations-là ou ces événements-là qui sont en ligne, c'est gratuit quand on est membre. Fait que ça, c'est un des avantages. Le deuxième avantage, c'est d'avoir un abonnement à un magazine qui est publié 3 fois par année. Et un autre avantage, ben c'est vraiment de contribuer à une mission. Moi, je dis tout le temps, c'est un petit peu le donner au suivant. Oui, moi, je dis toujours, j'espère que dans la première année, on va avoir réussi à vous amener à un niveau où ce que vous allez être bien, où vous allez être autonome, où vous allez être en mesure de profiter de la vie comme une personne normale. Parce que la première année, on va se le dire, c'est quand même difficile. Il y a des enjeux, il y a beaucoup de choses à apprendre. Puis après ça, ben, si les gens disent « mais j'ai plus besoin de Cœliaque Québec », moi, je me dis à quelque part, mission accomplie, parce qu'ils ont réussi puis ils peuvent s'en sortir. Mais de rester membre, c'est aussi une façon de rester à l'affût des nouveautés. Je donnais l'exemple des épices tantôt. Fut un temps où les épices, on recommandait pas de manger les épices à moins qu'elles étaient identifiées sans gluten. Aujourd'hui, cette position-là a un peu évolué, un peu changé, parce qu'il y a un contexte, parce qu'il y a des études qui ont été faites sur 200-300 échantillons différents d'épices. Donc, l'information évolue, puis en étant membre, ben ça nous permet de rester informés. Puis justement, des fois, moi, je parle à des gens qui ont été membres, admettons, il y a 20 ans, puis que là, on reprend la conversation, puis là, je me rends compte que cette personne-là est restée dans
dans des façons de faire qui sont très restrictives, puis elle a malheureusement pas évolué. Et puis là, ça la contraint, dans le fond, dans sa façon de vivre avec sa maladie. Donc ça, c'est un autre des avantages de rester membre. Oui, il y a beaucoup d'avantages à être membre, dans le fond. Puis aussi, juste soutenir la cause. J'imagine une personne qui n'est même pas cœliaque. J'imagine les gens, même entourage de personnes cœliaques, pourraient devenir membres sans problème, ou des professionnels de la santé qui veulent encourager l'organisme. Informer, là. Tout à fait. Puis moi, je trouve ça le fun. Dernièrement, je voyais un médecin qui était probablement pas probablement, il est dans un GMF, et puis qui était membre de Cœliaque Québec. Et puis, j'ai échangé un petit peu avec. Il dit, pour nous, c'est important parce qu'on a des patients, puis on veut rester informés. Puis, fait que c'est une façon de... mais tu sais, on est toujours là, puis on est conscient que de payer une cotisation annuelle, même si elle est, je trouve, quand même minime. On parle de 60 $ par année. C'est pas accessible à tous. Donc, c'est pour ça qu'on se fait quand même un devoir d'avoir des outils qui sont téléchargeables, qui sont extrêmement vulgarisés, qui soient accessibles à toute la population, parce qu'on sait qu'on a aussi des gens qui sont en précarité financière. On sait que déjà, la diète sans gluten, quand on regarde les produits céréaliers, c'est beaucoup plus cher que les produits réguliers. Fait qu'on est très conscient de ça. Fait que nous, on essaie d'être accessible à plus de personnes possible puis d'aider tout le monde. Oui, puis c'est justement une des raisons de pourquoi on a fait ce projet-là avec vous, puis qu'on voulait s'assurer de le rendre disponible gratuitement. Pour atteindre à tout le monde, et crédible. Oui. Et crédible, oui, certainement. Rigoureux. Oui, c'est ça. Vas-y. J'allais faire un peu le lien avec... on a parlé un peu du médecin qui voulait s'informer, tout ça. Nous, on trouve que c'est comme l'information, ça passe souvent à la base des professionnels de la santé, les médecins, les pharmaciens. C'est là qu'on a le diagnostic, c'est là qu'on est référé au début. C'est quoi les ressources que Cœliaque Québec offre pour que justement les professionnels soient plus informés? Comment qu'on peut leur faire parvenir ça ou où est-ce qu'ils peuvent apprendre? Bien, c'est sûr que pour l'instant, parce qu'on a développé des outils selon la catégorie du professionnel de la santé. Fait qu'on a des outils pour les gastro-entérologues, on a des outils pour les médecins de famille, on a des outils pour les infirmières. Fait pour tout le monde. Des fois, c'est des formations, des fois, ça va être un outil téléchargeable, dépendamment. Fait que pour l'instant, tous ces outils-là sont disponibles sur notre site Internet et téléchargeables gratuitement, sauf pour les formations qui donnent des unités de formation continue, donc il y a un prix à payer pour la formation, mais c'est les prix qui sont complètement normés selon l'ordre professionnel avec lequel on travaille. Ce qu'on aimerait, c'est que ces outils-là percolent et se retrouvent à d'autres endroits où les médecins ont peut-être plus le réflexe d'aller. On a fait différentes démarches, que ce soit par... ils ont souvent, surtout les médecins de famille, vont avoir un logiciel pour gérer leur clinique, que ces outils-là se retrouvent là, mais malheureusement, on est coincé parce que les fournisseurs de logiciels nous demandent des sommes astronomiques pour que nos outils se retrouvent là. Des fonds que nous, on n'a pas accès là, pour faire ce rayonnement-là. Donc, on essaie vraiment, à chaque fois qu'on a une opportunité, comme là, on travaille sur un projet avec une compagnie privée. On sait que le système de santé au Québec, on l'aime public, mais on a une réalité aussi qu'il y a beaucoup de médecins ou de patients qui vont se diriger vers le privé. Donc, là, pour l'instant, c'est une collaboration qui se prépare avec un organisme privé, mais qui prendrait nos outils et les relayerait, dans le fond, via leur force de vente à tous les médecins qu'ils visitent. Donc, c'est vraiment le genre de collaboration qu'on recherche parce que nous, ce qu'on veut, c'est, une fois que l'outil est fait, si on peut le rendre disponible à un maximum de personnes, c'est ça l'objectif. Exactement. OK. Donc, est-ce que vous réussissez à... Cœliaque Québec, est-ce qu'il réussit à collaborer, j'imagine, avec les autres professionnels, peut-être sur je pense, par exemple, à l'OIQ, qui a beaucoup de ressources à même leur site web ou dans leur revue. Est-ce qu'il y a des ressources de Cœliaque Québec qui se retrouvent sur les différents sites des autres professionnels et par exemple, font des capsules ou des articles dans les revues de chaque ordre?
On essaie fort. Donc, un des derniers exemples, justement, c'est un article de formation qui a été publié dans la revue Perspective de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. On était vraiment contents de cette collaboration-là. Donc, ça, c'est vraiment le genre de travail qu'on essaie de faire. Puis dans l'article, on réfère à différents outils que les gens peuvent télécharger. On est en train de faire les mises à jour de nos modules de formation pour les nutritionnistes. Et puis justement, à la fin de chacun des blocs ou des modules de formation, on réfère à une boîte à outils et les outils qu'on a développés qui sont sur notre site, ben là, vont être maintenant dans cette boîte à outils-là. Donc, notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que ces outils-là soient le plus disponibles possible à un maximum de personnes possibles selon la cible, que ce soit un gastro ou une infirmière, admettons. Mais c'est vraiment cet objectif-là. Nous, on veut, là, on est dans le partage et on veut que l'information soit disponible. Puis, tu sais, je me dis, cette information-là, elle est validée aussi. Souvent, comme au Canada, nos lignes directrices sur la maladie cœliaque n'ont pas été mises à jour depuis vraiment un bon bout de temps. La dernière mise à jour, c'est les lignes directrices américaines. Ça date de fin 2023. Donc, ce qu'on voudrait, c'est vraiment faire une mise à jour de ces lignes directrices-là. Mais encore là, ça prend de la volonté, ça prend des sous et c'est un travail de longue haleine. Puis des fois, tu sais, la santé, c'est de compétences provinciales, qu'on dit. Donc, à chaque fois fait que nous, ce qu'on fait souvent avec notre comité scientifique, c'est qu'on prend des lignes directrices les plus à jour, puis après ça, on regarde, oui, mais comment qu'est-ce qu'on a, nous, dans notre système de santé au Québec? Tu sais, parfois, on va référer à un test, mais nous, on l'a pas, admettons, ici au Québec. Donc, comment on s'adapte? Donc, on fait des adaptations qui sont entérinées par le comité scientifique et qui sont aussi adaptées à notre système de santé. Donc, c'est un petit peu comment on travaille là, pour développer nos outils. OK, super intéressant. Puis, est-ce qu'il y a d'autres formations ou d'autres outils qui s'adressent à d'autres personnes? Les autres formations, c'est à qui? Oui, bien, dans le fond, notre public premier, c'est toujours les personnes atteintes de la maladie cœliaque. Ouais. Ensuite, c'est les professionnels de la santé. Et ce qu'on a ajouté dans les dernières années, c'est aussi tout ce qui est service de garde, la note à l'enseignant. Je pense à un outil, entre autres, qu'on a qui est... Moi, je me rappelle quand mon garçon a eu son diagnostic, chaque année, avec le nouveau professeur, je faisais imprimer la note à l'enseignant, puis là, je la remplissais, puis je la remettais. Fait que là, ça faisait partie de son dossier scolaire. Donc, ça peut être, c'est ça, les CPE ou tous les services de garde, l'école et le personnel de l'école. Puis là, c'est beaucoup les services alimentaires. Donc, on a fait une collaboration avec l'ITHQ. On a lancé une formation. Quand on disait, c'était une formation qui était disponible sur notre site Internet, mais l'industrie de la restauration venait pas nécessairement chez nous. Alors, on s'est dit, on va faire une collaboration avec l'ITHQ, qui est l'industrie du tourisme d'Hôtellerie Québec, et pour que notre formation ou notre contenu soit disponible à l'extérieur de Cœliaque Québec. Donc, c'est vraiment... Parce que là, les restaurateurs, parce que ce centre d'expertise-là, c'est pas juste les restaurateurs qui peuvent y accéder. Je travaille dans un hôpital, puis je gère une cafétéria. Je travaille dans une école, puis je gère une cafétéria. Donc, ça s'adresse à tout ce beau monde-là. Fait que c'est vraiment pour nous une façon d'essayer de faire percoler l'information. Et puis, aussi, on a développé, parce qu'on s'est dit... Il y a de la méconnaissance parfois ou une perception de méconnaissance de la part des patients qui ont le diagnostic de la maladie cœliaque chez les professionnels de la santé. Donc, on s'est dit, quoi de mieux que d'aller les former à la base dans leur cursus scolaire. Donc, depuis quelques années, on travaille avec l'Université Laval, le baccalauréat en nutrition. Donc, on a 3 heures de cours qui est offert par Cœliaque Québec. Même chose avec l'Université de Montréal, dans le bac, mais là, c'est pas dans le bac, c'est dans le DESS de nutrition. Donc,
on va faire, on anime un débat. Alors là, ça prend une autre forme. Puis on travaille aussi avec les cégeps de Saint-Hyacinthe et de Trois-Rivières, où ce que là, c'est au niveau de la technique diététique. Parce que les repas sont servis, sont préparés, donc ces gens-là qui vont se retrouver dans le réseau souvent de la santé, ben qu'il y ait une connaissance de base, ben ça va être tout à notre avantage. Nous, on se dit qu'éventuellement, ça va percoler, ça va être payant dans le sens que ben on se retrouvera plus avec des gens qui vont dire la maladie cœliaque, mais c'est quoi ça? On espère qu'éventuellement, ça va venir faire bouger cette fameuse aiguille sur le radar et que là, on va être meilleur que quand on va regarder 10 ans en arrière dans le rétroviseur. Cet épisode est fièrement commandité par le Steakhouse Saint-Charles. C'est un restaurant de type steakhouse qui est super bien situé à Sainte-Thérèse. Ils ont un menu vraiment plein de saveurs. Ils ont des tartares, fruits de mer excellents. Ils ont des grillades aussi, filet mignon, bœuf. C'est vraiment un plaisir en bouche. Aussi, l'ambiance là-bas, elle est très chaleureuse et chic. Donc, on peut y aller pour n'importe quelle occasion, que ce soit pour un souper de travail, en famille, entre amis. Puis, n'importe qui que vous invitez va être tout autant satisfait par la nourriture qui est servie, que la personne elle mange avec gluten ou sans gluten. Puis, pour les cœliaques, aller là-bas, c'est vraiment une paix d'esprit. C'est sécuritaire, ils font vraiment attention à la contamination croisée. Puis avec le temps, ils ont développé une expertise pour que justement on puisse manger un menu sans gluten, sécuritaire, puis être vraiment tranquille et profiter de la belle ambiance quand on veut manger au restaurant. On vous les recommande fortement. Cet épisode est fièrement commandité par Fruits d'Or. On adore leurs produits Sour Crown et Fruit Crown. C'est des canneberges faites de vrais fruits, riches en fibres, qui sont naturellement sans gluten et faites dans une usine avec 0 gluten. Ça goûte vraiment le bonbon, mais c'est des collations santé. Ils sont disponibles chez Métro, IGA et Avril. Je vois, c'est ça, vous atteignez beaucoup les différents programmes en nutrition. Est-ce que vous réussissez aussi à atteindre les programmes dans les autres professions de la santé, comme infirmière, pharmacien, médecine? C'est des bonnes questions. Alors, au niveau de la pharmacie, moi, je m'en vais présenter bientôt je fais une présentation sommaire dans le cursus de pharmacologie. Donc, c'est des étudiants en pharmaco et puis on m'a demandé de venir faire une présentation, mais vraiment très de base, là, comme je le ferais pour, mettons, un public non initié. Et puis, tu sais, parler de la maladie, les symptômes, comment on la dépiste, comment on la diagnostique, comment on la traite. Donc, au niveau de la base. Donc, oui, avec les étudiants de pharmaco. Ensuite, on a-tu la question encore? C'était... Mais les autres professionnels Les autres de la professions. santé, ouais. Au niveau de la médecine, on essaye. On travaille fort. C'est plus difficile. C'est plus hermétique. Mais je suis très fière de dire qu'on a une nouvelle personne qui va siéger sur notre conseil d'administration. Elle vient tout juste là d'être nommée et elle travaille pour la faculté de médecine de l'Université de Montréal, puis elle est en charge des simulations. Donc, nous espérons que peut-être éventuellement il y aura des simulations sur la maladie cœliaque pour justement agrémenter ce parcours-là, puis éveiller dans le fond, ne serait-ce que les gens l'aient entendu, que les étudiants sachent un peu de quoi ils en retournent. Donc, fait que tranquillement, pas vite. On le fait, mais c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de temps. Trouver la bonne personne aussi à qui parler pour quand on veut aborder ce genre de questions-là. J'imagine aussi les cursus sont déjà surchargés parce que l'évolution scientifique ne cesse de continuer. Donc, j'imagine que ça devient difficile de trouver du temps pour parler de tout aussi. Oui, puis je peux comprendre, tu sais, quand on a parlé de prévalence tantôt, la maladie cœliaque touche 1 à 2 % de la population versus, admettons, le cancer qui touche quasiment, quand on les prend tous combinés ensemble, ça va être une personne sur 2 ou près. Je peux comprendre qu'on soit pas au cœur du cursus scolaire. Puis justement, c'est de regarder comment on peut se greffer dans des cours complémentaires, des capsules vidéo qui peuvent être écoutées comme en complément d'un cours ou des choses comme ça. Fait
on est réaliste aussi dans notre façon d'approcher les choses. Puis notre demande, ce n'est pas que ça devienne le cœur des programmes de formation, mais à tout le moins qu'il y ait un éveil, puis que quand on en entend parler, ben ça soit pas quelque chose que ça soit nouveau. C'est toujours déstabilisant quand le patient s'adresse au professionnel de la santé, puis que là, le professionnel de la santé semble pas connaître la maladie. Donc, juste d'avoir une notion de base, je pense que c'est déjà un bon début. Puis, en ce moment, vous travaillez sur quel enjeu ou c'est quoi les gros projets de Celiac Québec? Bien, je dirais que dans nos grands enjeux, de réduire le délai du diagnostic. Pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose. Je trouve ça triste quand j'entends quelqu'un qui me dit, tu sais, j'ai souffert pendant 6 ans, 12 ans, puis, tu sais, j'ai même été en arrêt de travail. Puis là, finalement, ben, tu sais, quand on pense au processus diagnostique, il n'est pas si compliqué que ça non plus. Je veux dire, c'est de passer une prise de sang pour aller voir s'il y a des anticorps. Puis cette prise de sang-là, qu'on appelle la prise de sang des antitransglutaminases, elle coûte 9 $ dans le réseau de la santé. Donc, c'est pas un test qui est extrêmement coûteux. Et quand le test est positif, idéalement, on est référé en gastro-entérologie pour passer de la gastroscopie. Donc, c'est pas quelque chose qui est complètement inaccessible, là. Donc, c'est quand même relativement facile d'avoir le diagnostic. Donc, on travaille très, très fort là-dessus, puis ça passe beaucoup par l'éducation, la formation et tout ça. Ça, c'est un des premiers. Le deuxième, c'est vraiment de trouver une façon que la maladie soit reconnue comme telle et que son traitement, qui malheureusement pour l'instant n'a pas de traitement pharmacologique, qui est un traitement qui consiste à restreindre ou retirer un aliment de notre alimentation, qu'il y ait une reconnaissance puis que ce soit couvert d'une certaine façon financièrement, parce que ça coûte cher. C'est pas tout le monde qui est capable de se payer un pain sans gluten ou des céréales sans gluten ou de la farine sans gluten, alors qu'il y ait une certaine compensation financière pour ce traitement-là qui est pas un caprice, qui est pas une préférence, c'est vraiment une obligation si on veut rester en santé. Comme on se fait rembourser nos médicaments quand on prend la pilule, quand on prend un médicament pour la thyroïde, peu importe le médicament qu'on prend. Donc ça, c'est vraiment un autre enjeu sur lequel on mise puis qu'on veut travailler pour que ce soit équitable pour tous, dans le fond. Et je dirais que le troisième enjeu, c'est de continuer à inspirer puis à travailler sur le développement, que ce soit d'une molécule ou d'un médicament qui nous permettrait soit de calmer notre système immunitaire quand on mange du gluten, comme ça, s'il y avait contamination, ça empêcherait que le système immunitaire reparte au combat. Le plus grand espoir, ce serait qu'on pourrait guérir de la maladie parce qu'on dit souvent la maladie cœliaque, c'est une maladie chronique. Donc, on va la traiter, on va la contrôler, mais on n'en guérit pas pour l'instant. Même si on peut très bien vivre avec, on peut être en santé en ayant la maladie cœliaque, mais on ne la guérit pas pour l'instant. Donc, ça serait l'ultime... je dirais l'ultime objectif à atteindre. Ça serait fun. Puis au niveau des projets qui sont en cours actuellement chez Celiac Québec, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Dans les projets que nous avons sur la table, je dirais qu'à l'automne 2024, on a tenu un forum citoyen et il y avait toutes sortes de personnes qui étaient à cet événement-là. Donc, on avait des patients qui étaient touchés par la maladie, mais on avait aussi des gens qui venaient du corps professoral, justement, des facultés de nutrition, de médecine, d'infirmières et tout ça. Et on a réfléchi ensemble à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer dans le fond, la vie des personnes atteintes de la maladie cœliaque. Et là, on travaille sur un plan d'action. Puis, ce qui est merveilleux dans ce plan d'action-là, qui, dans le fond, représente ou ressemble un peu à une planification stratégique, c'est que là, vraiment, tous les intervenants ont participé
ont donné leurs idées. C'était vraiment une séance de travail, là. Donc, on avait des papiers, on prenait des notes, il y avait des post-it. C'est 70 personnes qui ont participé à cet événement-là. Donc, et là, c'est de voir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on met en priorité. Et la beauté, c'est que tout ce beau plan d'action-là ne reposera pas uniquement sur les épaules de Celiac Québec. Donc là, il y a des partenaires qui se sont greffés à ce grand chantier-là, je dirais, de plan d'action. Alors ça, c'est vraiment quelque chose pour moi que je trouve très encourageant. Mais sinon, c'est vraiment de poursuivre nos collaborations, de poursuivre nos avancées, de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'intéressent à la maladie, de plus en plus de gens qui ont envie de collaborer à trouver des solutions, ne serait-ce que d'une façon ou d'une autre. Donc, on est vraiment dans la continuité. C'est sûr, hein, ça fait 43 ans qu'on existe. Puis quand je regarde nos lettres patentes, donc ça, c'est vraiment les documents qui ont été écrits au moment de créer l'organisme. Quand je regarde les objectifs généraux, ben ils sont encore les mêmes. C'est d'accompagner les gens, c'est de trouver des solutions alimentaires, oui, sans gluten, donc de développer ce réseau-là, de développer le réseau de chercheurs pour faire en sorte de trouver un médicament ou quelque chose comme ça. Donc, en gros, on a toujours les mêmes objectifs, mais les projets sur lesquels on va travailler vont différer ou vont évoluer avec le temps pour faire en sorte d'atteindre ces objectifs-là. OK, super intéressant. Si on s'en va plus au niveau financier, je sais qu'il existe comme justement pas des allocations, mais des retours d'impôts, des affaires de même. Je sais que c'est compliqué. C'est quoi si on va sur le site de Celiac Québec, comment on peut se faire aider à ce niveau-là? En fait, au Québec, on est très chanceux parce que les parents dont l'enfant reçoit le diagnostic de la maladie cœliaque ont accès au supplément pour enfants handicapés. Donc, c'est vraiment le parent remplit une partie du formulaire, le médecin remplit l'autre partie du formulaire et c'est un montant qu'on reçoit tous les 3 mois, mais qui représente environ 226 $ par mois. Donc, c'est quand même une bonne aide financière. Donc, ça, c'est pour les enfants. Puis, à l'âge de 18 ans, ça arrête. Alors, à partir du moment qu'on a 18 ans et qu'on a la maladie cœliaque, on a la même mesure fiscale autant au fédéral qu'au provincial. C'est ce qu'on appelle le crédit d'impôt pour frais médicaux. Alors, pour nous, ce qu'ils nous demandent, c'est de faire un calcul différentiel pondéré, donc de prendre notre pain sans gluten, de trouver le produit comparable avec gluten, de faire la différence de coût. Et c'est cette différence de coût-là qu'on peut venir mettre sur la ligne des frais médicaux dans notre rapport d'impôt. Donc, c'est une mesure qui est hyper complexe, il y a beaucoup de gens qui n'y ont pas accès. Parce que on a tous une situation financière différente, qu'on habite seul, en famille, dépendamment de nos revenus. Donc, ça dépend de toutes sortes de choses. Fait que cette mesure-là, on travaille très, très fort pour l'améliorer. C'est pas facile. On est dans un contexte économique, hein, je veux dire, je le cacherai pas à personne. Le fédéral a un budget déficitaire de plusieurs milliards de dollars. Le Québec a un budget déficitaire de plusieurs milliards de dollars. Donc, avant que le tout soit mis en place, ça peut prendre du temps. Donc, là, ce qu'on essaie de faire en attendant, c'est de trouver des mesures qui seraient à tout le moins compliqué pour la personne à remplir, mais c'est encore là pas toujours facile. Faut travailler avec des ressources externes parce que c'est de la fiscalité. Et j'entendais dernièrement là, ils ont fait un test chez les gens du gouvernement du Canada pour poser des questions sur les impôts. Et le taux de réponse était de 17% de la part des agents. Alors c'est un système qui est très complexe, hein, la fiscalité. Donc, faut trouver les bonnes personnes pour nous aider à ce niveau-là. Mais c'est vraiment, moi, j'ai toujours dit, j'espère que je vais pouvoir
à tout le moins faire un pas dans ce projet-là avant de quitter l'organisme pour ma retraite. Mais c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que l'iniquité, l'injustice, le fait que ça soit pas égal pour tout le monde, pour moi, ça vient me chercher. Puis je trouve que c'est une des raisons pour laquelle on travaille fort sur ce dossier-là. Quand on parle de personnes en précarité financière ou à faible revenu, par exemple, les gens qui ont accès aux banques alimentaires, est-ce qu'il y a des produits sans gluten disponibles dans ces endroits-là? On a fait des démarches avec... moi, j'avais parlé avec les gens du Club des petits déjeuners, puis aussi avec les banques alimentaires du Québec. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les banques alimentaires, c'est une industrie, c'est une business de logistique. Donc, on gère des camions, on gère des palettes, c'est vraiment ce genre de travail-là. Puis quand on regarde, si je prends l'exemple des pains qui sont sans gluten, la majorité des pains sans gluten se vendent dans les congélateurs. C'est des pains qui sont congelés. Donc, déjà, on a un enjeu au niveau de la logistique parce qu'au niveau des banques alimentaires et tout ça, ils ne gèrent pas le congelé. Alors, quand j'ai eu la discussion avec ces deux entreprises-là, les deux m'ont dit on peut aider les gens qui ont la maladie cœliaque au niveau des fruits, au niveau des légumes, au niveau des œufs, des produits laitiers, de la viande, mais malheureusement, on ne pourra pas les aider dans ce qui est sans gluten parce que il y a aussi le fait que c'est 1% de la population. Donc, il dit, moi, quand je reçois une palette de céréales, bien, si j'ai une palette de céréales sans gluten puis que je la garde pour les gens qui ont besoin, qui sont cœliaques, je vais avoir ma palette pendant, je veux dire, mon produit va périmer avant que je puisse être capable de le sortir. Fait qu'on s'est comme un peu entendu en disant, ben, on va les référer aux banques, mais pour les autres produits. Mais malheureusement, pour les produits céréaliers, que c'est là qui est comme le nerf de la guerre, malheureusement, ils ne sont pas en mesure de nous aider. Donc, pour ça, ben nous, on fait des représentations auprès de la Solidarité sociale, du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, pour que les gens qui, à tout le moins, sont bénéficiaires de l'aide sociale aient un montant supplémentaire une fois qu'ils ont leur diagnostic de maladie cœliaque. Encore là, c'est des représentations qu'on fait depuis 3-4 ans, je dirais vraiment spécifiquement parce qu'il y a eu un plan d'action gouvernemental, il y a eu des consultations publiques qui ont été faites et tout ça, on a participé à ça. Il y a eu un projet de règlement qui est sorti au mois de mai, puis c'était annonciateur de bonnes nouvelles et malheureusement, quand le règlement a été adopté, ce qui était annonciateur de bonnes nouvelles pour nous a disparu. Donc là, on repart la machine et là, on redemande des rencontres pour voir comment on pourrait faire en sorte que nos bénéficiaires de l'aide sociale qui ont la maladie cœliaque aient une aide quelconque parce que on le sait, il y a une étude américaine qui disait que une personne, en fait, c'était 5 personnes sur 6 qui sont cœliaques, qui sont en précarité financière, ne suivent pas leur traitement. Oui, j'imagine. Donc, et là, ben, ce que ça fait, c'est que là, ils vont aller peut-être plus souvent à l'hôpital, voir leur médecin. Là, c'est la roue qui tourne, des symptômes qui continuent, qui gardent la maladie active. Donc, on n'est pas plus gagnant à ce moment-là. Là. OK. Puis est-ce qu'en tant qu'association, vous avez quand même un lien privilégié pour communiquer avec le gouvernement? Mettons qu'on veut faire changer les choses, tout ça, ou c'est vraiment inaccessible? On est chanceux parce que avec le ministère de la Santé, avec le ministère des Finances, avec la Solidarité sociale, puis on parle aussi beaucoup avec le MAPAC. Donc, c'est les 4 ministères, je dirais, sur lesquels on met le plus nos énergies et on a de beaux échanges. Quand on fait des demandes de rencontres, généralement, on obtient nos rencontres. Ça prend des fois un petit peu de temps, mais la communication est encore ouverte. Donc, ça, c'est déjà une grande victoire en soi parce que au niveau du ministère des Finances, ça a pris quand même quelques années avant qu'ils acceptent de nous rencontrer. Quelques années. Pas quelques semaines ou quelques mois, là. Quelques années. Mais un coup que la discussion s'est ouverte, elle est restée ouverte. Puis je pense que la raison pour laquelle on a de si bonnes relations, c'est qu'on est toujours réaliste,
mais aussi en train d'essayer de trouver des solutions. Ils nous font part de leurs enjeux, puis nous, on essaie de trouver des solutions qui sont réalistes dans un contexte budgétaire difficile, mais aussi en gardant en tête qu'on veut aider nos personnes diagnostiquées cœliaques. Si on revient un peu sur les projets, on a un peu parlé de la jasette sans gluten. Est-ce qu'on peut élaborer davantage? Puis aussi, je sais qu'il y a le défi caméléon. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Oui, tout à fait. Ben, en fait, au niveau des événements pour les gens, on a les jasettes sans gluten, que là, ça, c'est des groupes de soutien qui se font en ligne. On a annuellement un camp de vacances pour les enfants cœliaques et leurs familles. Donc, c'est un camp familial qui se tient généralement là, lors du week-end de la fête du travail. Alors là, ça, c'est une autre formule, je dirais. Quoi d'autre qu'on fait pour les gens? On a parlé de la formation de la planification alimentaire, manger équilibré sans gluten, les micro-verts. Donc, on a vraiment une panoplie de services pour tous les goûts, je dirais, là, vraiment. Puis, l'événement, le défi caméléon, en fait, c'est un événement de levée de fonds annuel. Alors, ce qu'on fait, c'est que, pourquoi le défi caméléon? Ce qu'on voulait, c'était tout d'abord référer au fait que la maladie cœliaque, on fait souvent, on en parle souvent comme d'une maladie caméléon parce qu'elle se manifeste sous 200 signes et symptômes. Fait qu'il y avait ce premier parallèle-là. Puis l'autre parallèle, c'est qu'on voulait que les gens puissent faire le défi qu'ils ont envie de faire. Parce que des fois, moi, si j'impose un défi de vélo, ben c'est pas tout le monde qui a accès à un vélo, c'est pas tout le monde qui a envie de faire du vélo. Donc, on voulait que les gens puissent faire un défi qui leur ressemble. Moi, j'aime tricoter, ben je peux dire je tricote 20 foulards et c'est ça mon défi. Je veux faire de la marche, je veux faire de la course, du vélo. Donc, c'était vraiment dans cette optique-là. Et comme là, le prochain défi caméléon, dans le fond, va être lancé le 21 mars 2026. Pourquoi? Parce que on a toujours fait nos événements de levée de fonds en même temps que le mois de la sensibilisation qui est en mai. Puis là, cette année, on s'est dit, on va dissocier les deux. On va faire notre événement de levée de fonds avant pour que quand on soit dans le mois de la sensibilisation, on soit vraiment dans l'éducation, dans la sensibilisation, qu'on puisse vraiment parler d'un enjeu. On n'a pas déterminé lequel ce sera encore exactement pour mai 2026, mais on voulait vraiment mettre toute la lumière sur un enjeu particulier où ce que c'est vraiment dans le but d'informer le plus de personnes possible, le public en général, sur la maladie. Donc, c'est pour ça qu'on voulait dissocier les deux et que là, on s'est dit, ben, on va attendre que la relâche soit passée, puis les gens pourront faire leur défi là, après la semaine de relâche le 21 mars. Bonne idée. Puis, est-ce qu'il y a d'autres événements qui s'en viennent en 2026? Parce que là, le podcast va sortir plus début 2026. Est-ce qu'il y a des choses que les gens peuvent s'attendre? Oui, ben on a commencé une collaboration avec, ça s'appelait le marché sans gluten. Là, ça va s'appeler la halte sans gluten. Donc, c'est une personne qui est atteinte de la maladie cœliaque qui a décidé de prendre ce projet-là à bras-le-corps, je dirais, et elle trouve des emplacements. Et là, il y a des exposants qui viennent et c'est une super belle journée de rassemblement. Alors, nous, on participe à ces événements-là pour encore là informer, sensibiliser, mais je dirais que la plupart des gens qui participent ou les visiteurs sont des gens atteints de la maladie ou leurs proches. Donc, ça vient en famille. C'est une sortie familiale. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Puis sinon, c'est encore des micros ouverts, c'est encore des jasettes. Peut-être que nous aurons quelque chose à annoncer qui serait une première en 2026, mais j'aime pas ça m'avancer quand c'est pas confirmé. Mais on va dire que c'est dans le thème des voyages. Donc une exclusivité. Mais si jamais c'est officiel rendu là, on mettra le petit lien de l'événement. Oui, tout à fait. Ça sera. Okay. On espère pouvoir l'annoncer avant les fêtes, mais sinon, ça serait début 2026. Donc, on travaille là-dessus. Oui. Toujours avec des beaux collaborateurs qui viennent se greffer à nous parce que moi, je dis souvent, c'est pas les idées qui manquent chez Cœliaque Québec, autant partagées par la communauté que par l'équipe, que par les membres du conseil d'administration, le comité scientifique. Donc,
tout le monde a plein de bonnes idées. Malheureusement, on est limité en ressources humaines, on est limité en ressources financières. Fait que d'avoir des belles collaborations qui viennent se greffer à nous, mais ça, pour moi, c'est une façon d'avancer. C'est une façon de rejoindre plus de gens. Puis cette collaboration-là, comme le podcast, pour moi, c'est vraiment une façon de dire, ben, on démocratise encore plus l'information, on rend le tout là, encore plus accessible. Et ça contribue à ce grand objectif de sensibilisation. Ah, super intéressant. Fait que ça veut dire que si on a des idées, si quelqu'un a une idée de projet, tout ça, vous êtes toujours ouvert à entendre si quelqu'un, surtout, a les moyens de mettre en place son projet. Oui, tout à fait. Le Québec, c'est comme une grande ressource. Oui, puis des fois, on a des bonnes idées, puis moi, j'ai travaillé en marketing dans mon ancienne vie et une des choses qu'on faisait tout le temps quand on voulait lancer un nouveau produit, on appelait ça faire un benchmark. Alors, qu'est-ce qui existe déjà? Qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Comment on va se démarquer? Ça fait partie aussi de l'exercice parce qu'une idée... est toujours très bonne, mais il faut aller voir, est-ce que ça existe déjà? Si ça existe déjà, est-ce qu'on peut compléter, bonifier, faire autrement, ou si on savait pas que cette idée-là ou ce projet-là existait, ça veut dire qu'il y a une lacune, comment on peut l'améliorer. Donc, il y a vraiment comme une analyse à faire. Mais oui, toute idée est bonne à mettre sur le radar pour analyser. Donc, les gens, ils peuvent être membres, ils peuvent faire des dons, participer au défi Caméléon et ils peuvent proposer des idées, prendre des projets sur leurs ailes, un peu comme la Halte sans gluten, notre projet podcast. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres manières que les gens peuvent supporter la cause, s'impliquer auprès de CIA Québec? Bien, des fois, quand on a un besoin très, très, très particulier ou précis, souvent on va faire un appel à tous. Quand on fait une recherche comme des fiscalistes qui pourraient nous aider dans notre projet d'argumentation avec le gouvernement, ce serait bienvenu. Donc, c'est le genre... Puis là, on est sur le point de peut-être faire un appel à tous. On a des petites rencontres à faire avant, mais c'est vraiment le genre de choses. Fait que quand notre besoin est très, très précis, bien là, à ce moment-là, on fait un appel à tous. Sinon, quand les gens viennent me voir ou me disent « Ah, j'aimerais ça m'impliquer », ben moi, j'essaie toujours de voir, c'est quoi l'intérêt de la personne, dans le sens, parce que tout le monde veut pas tout faire, puis aussi un peu la compétence ou l'expertise. Moi, si j'ai une expertise en tirer des joints, ben peut-être que je suis pas bonne pour faire de la sauce à spaghetti. Je dis n'importe quoi, mais j'essaie toujours de travailler avec l'expertise de la personne parce que puis l'intérêt fait qu'à ce moment-là, c'est là que je vais chercher le meilleur de mes bénévoles. Donc, c'est un peu comme ça qu'on reçoit les propositions. Une bonne méthode. Ouais, vraiment. Je sais qu'il y avait une partie aussi sur le site que je trouvais intéressante qu'on n'a pas vraiment abordée. C'est la boutique sur le site. Oui. Je sais pas si on peut en parler un peu parce que moi, je trouvais ça... J'étais allée voir un petit peu avant le podcast, puis il y avait des affaires que j'avais jamais vues avant, même comme tu peux offrir en cadeau une adhésion à quelqu'un, certains produits, les formations même qu'on peut acheter et donner. Fait que je trouvais ça intéressant de en parler. Je sais pas s'il y a d'autres choses dans la boutique de pertinent pour... Oui, ben en fait, on est chanceux d'avoir cette boutique-là. Puis, tu sais, pour nous, c'est une petite forme, c'est une source de revenus. Mm-hmm. Puis, effectivement, on peut offrir une adhésion en cadeau. Je dirais que l'élément de la boutique qui était le plus populaire jusqu'à tout récemment, c'était nos fameux sacs à grille-pain. Ouais. Et là, il y en a plus parce qu'on a perdu notre fournisseur. Alors, c'est pas qu'on voulait plus, c'est vraiment, il ne distribuait plus, puis on a essayé de s'en procurer autrement, puis ça fonctionnait pas. Donc là, on a fait une recherche, on a trouvé un nouveau fournisseur, c'est une nouvelle sorte de sac. Et je l'ai testé parce que je voulais voir si ça fonctionnait bien. Et là, dans le fond, on devrait recevoir notre livraison au mois de novembre. Fait qu'on espère éventuellement remettre cet item-là dans notre boutique parce que c'était
notre gros vendeur, on va se le dire. Donc, on espère pouvoir le faire avant les fêtes. Et sinon, ben effectivement, il y a des livres pour enfants, il y a les formations, des livrets. Parce que des fois, les gens ils disent, ben moi, je veux pas devenir membre, mais je voudrais acheter le livret. Ben ils peuvent l'acheter à l'unité. Ou ils peuvent acheter souvent, on vend le kit complet. Nous, on a 5 livrets au total. Fait que les gens peuvent se procurer les 5 livrets ensemble. Puis là, ben, il y a un petit rabais vu qu'on les prend en volume, là, si je peux dire ça comme ça. C'est quoi que dans chaque livret, ça parle de quoi? Ben, en fait, moi, quand je suis arrivée chez Celiac Québec ou quand je suis devenue membre, on avait ce qu'on appelait le manuel d'information. Alors, c'est un document 8,5-11 boudiné je pense qu'il y avait quasiment 200 pages. Et c'était en noir et blanc, il n'y avait pas d'image, c'était costaud à lire. Donc, on a décidé, au tournant des années 2000, de prendre ce manuel-là et de le scinder par thème, puis d'en faire des livrets. Donc, on a un livret qui va parler plus de la maladie en tant que telle, la définir, c'est quoi exactement et tout. Après ça, on va parler de l'alimentation sans gluten, le traitement, bien entendu. Ensuite, comment bien s'alimenter, parce qu'on sait que quand on commence une diète sans gluten, dépendamment, ben des fois, on va avoir moins de variété, on sait que l'alimentation sans gluten parfois va être plus riche en gras, en sel, en sucre, parce que les aliments sans gluten en contiennent souvent plus pour compenser la texture que le gluten n'offre pas. Donc, comment bien s'alimenter. Ensuite, toute la vie sociale. Donc, voyager, aller dans des fêtes d'amis, l'alcool, donc aller à l'épicerie, tout ce qui est la vie sociale, ben, on en a fait un thème et un livret. Et on en a également un qui est plus pour remettre à un service alimentaire. Donc, mettons, moi, je suis un parent d'enfant qui a la maladie, ben je peux le remettre soit au service de garde ou à la cafétéria. Pour une personne âgée qui va être dans une résidence pour personnes âgées, ben je peux le remettre à la résidence. Donc, c'est vraiment un livret qui est plus pour remettre à quelqu'un d'autre. Donc, c'est un peu... on essaie de faire le survol et voilà. OK, ben c'est super intéressant. Oui, ça a l'air d'une vraiment bonne ressource complète. Papier, numérique, ils ont tout. Oui, puis ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on est très conscient qu'il y a des gens qui vont aimer mieux lire. D'autres personnes vont aimer mieux écouter des vidéos. D'autres personnes vont aimer mieux... faut que ça soit vulgarisé là, au maximum. Donc, chacun de nos livrets est aussi un peu dans une capsule vidéo. Tantôt, on parlait des avantages d'être membre. Donc, ces capsules-là, qui sont des capsules plus courtes qu'une formation d'1h30, c'est toutes des capsules d'à peu près 3 minutes. Ben, c'est des capsules que les gens peuvent regarder quand ils sont membres. Donc, tu sais, on a des vidéos, on a des livrets, on a des outils. Donc, on essaie d'en avoir pour tous les goûts puis toutes les capacités d'absorption de l'information parce que notre attention n'est pas toujours la même. Certains sont visuels, d'autres sont auditifs. Donc, on essaie de pallier à tous ces besoins-là. Puis, à part le Celiac Québec, le site de Celiac Québec, qui est une ressource fiable pour les gens celiaques et la population générale et les professionnels de la santé pour s'informer. Auriez-vous d'autres ressources fiables que vous pourriez conseiller aux gens qui veulent plus d'informations? Bien, je sais qu'il y a de l'information sur la maladie sur le site de Santé Canada. Ça, on retrouve de l'information. Toute la portion sur la réglementation entourant la déclaration du gluten, l'allégation sans gluten, c'est vraiment sur le site de Santé Canada qu'on retrouve ça. Je dirais que c'est au niveau du MAPAC aussi. Sur le site du MAPAC, il y a de l'information. C'est vraiment beaucoup plus dirigé à l'intention de l'industrie alimentaire, bien entendu, mais toute l'information est sur le site du MAPAC. Sinon, je vous dirais que c'est pas mal ça. Au niveau du Canada, il y a Celiac Canada aussi, mais qui fait plus de l'information un peu comme nous, mais en anglais. Donc, pour les Québécois, admettons, qui sont plus anglophones, moi, quelqu'un m'appelle, parle anglais, ça va me faire super plaisir d'échanger avec, mais s'il veut justement des capsules en anglais, de la littérature en anglais, ben là, je vais le référer à Celiac Canada.
c'est un petit peu l'entente qu'on a de collaboration pour ça. Mais je vous dirais que je pense que ça s'arrête pas mal là. Fait qu'il manque un peu de ressources. Oui, tout à fait. Puis en fait, c'est que on aimerait, les gens, des fois, m'appellent, me disent « Mais pourquoi on n'est pas encore à Tout le monde en parle? » Donc, on aimerait ça, mais comme je dis, on revient à notre fameux 1% de prévalence. Donc, c'est pas un sujet d'intérêt ou d'actualité. Donc, on n'est pas invité, bien entendu. Mais si on était capable de faire percoler notre information le plus possible, ben, je pense que c'est comme ça. Puis, quand on fait de la sensibilisation puis de l'éducation, c'est toujours plus long. Mais ça devient un acquis éventuellement. Donc, c'est ça la beauté de fonctionner comme ça, mais ça prend du temps, ça prend des années. Il faut être patient, il faut être persévérant et il faut même un peu, des fois, de l'acharnement. Je sais pas, je pense que ça fait pas mal le tour. Est-ce qu'on a couvert tous les aspects que Cœliaque Québec pouvait aider? Y a-t-il d'autres choses ou quelque chose que les gens devraient retenir? Bien, si on a un message à retenir, je pense, c'est au niveau du diagnostic. Okay. Si les gens se posent la question, est-ce que j'ai la maladie, est-ce que je pourrais avoir la maladie cœliaque ou est-ce que ça pourrait être ça? On dit toujours, premièrement, gardez votre diète comme vous avez. Donc, continuez de manger du gluten parce que malheureusement, au niveau du diagnostic, que ce soit pour la prise de sang, pour mesurer les anticorps ou encore la gastroscopie avec les biopsies, si on a cessé de consommer du gluten, on n'aura pas des résultats réels. Donc, quand on se pose la question, première étape, on peut en parler à son médecin, mais on peut aussi en parler à son infirmière praticienne spécialisée parce qu'elles peuvent prescrire une prise de sang. Donc, ça, c'est vraiment la première étape. Et quand c'est positif, ben là, on continue plus loin avec le gastro. Et si c'est négatif, ben la personne, elle souffre. Elle a un problème. Il faut continuer d'investiguer. Il faut trouver la source de ce problème-là. Donc, ça, c'est vraiment un des messages là, parce que l'autodiagnostic est aussi un fléau. Je dirais, un des enjeux on parlait de réduire le diagnostic dans nos grands enjeux. L'autodiagnostic demeure aussi un enjeu parce que ben, le traitement, il est accessible à l'épicerie. Je n'ai pas besoin de demander à mon pharmacien d'avoir une prescription de mon médecin pour dire j'ai besoin de ce médicament-là. Non, c'est comme va à l'épicerie, achète du sans gluten, mais c'est pas si simple que ça. Puis la maladie cœliaque, il faut se rappeler, ça prend un suivi médical. Mm-hmm. C'est pas une maladie qu'on diagnostique, puis après, merci, bonsoir, je te laisse aller dans la nature. Ça prend un suivi médical, c'est important. Ça, c'est un autre message qui, pour moi, là, prend toute son importance. Oui, définitivement un message très important à retenir. Donc, pour conclure, y a-t-il des endroits, des réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut suivre Cœliaque Québec? Comment on fait pour avoir des nouvelles de Cœliaque Québec? En fait, on a une page Facebook, on a une page Instagram et on a une chaîne YouTube. Donc, souvent, les vidéos qu'on va faire vont être disponibles sur notre chaîne YouTube. Fait qu'il y a toutes sortes d'informations, autant nos campagnes de sensibilisation, des témoignages, le défi, certains défis caméléons se retrouvent sur cette chaîne-là. Donc, tout le condensé des vidéos se retrouve là. Mais sinon, au niveau de Facebook et Instagram, puis même on a une page LinkedIn qui est un petit peu plus professionnelle, mais on publie environ 2 à 3 fois par semaine. Donc, c'est vraiment une belle façon de se tenir au courant. Puis, je dirais, quand on a des cas un petit peu plus urgents, ben c'est par là que ça va passer. Intéressant. Mais on est vraiment très contents de t'avoir reçu. Je pense qu'on a appris plein d'affaires sur Cœliaque Québec. J'espère que les gens, ça va être pertinent pour eux aussi d'en avoir appris plus. Et pour vous remercier d'être venu, on voulait vous remettre une boîte de sauerkraut fournie par Fruits d'Or. Donc, c'est des canneberges aromatisées sans gluten. Ben merci beaucoup. Alors, je vais les donner à mon garçon. Parfait. Merci encore. Merci à vous, les filles.